Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre téléjournal hebdo sur CJSR TV Port-Neuf. Votre rendez-vous avec l'actualité de la MRC de Port-Neuf et d'une partie de la Jacques-Cartier. Pour cette première édition, j'ai le plaisir de reprendre le flambeau de Danick Julien. Vous nous connaissez sous le nom Info CJSR, mais on a décidé de changer un peu le format et le nom pour mieux refléter l'actualité locale de notre MRC de Port-Neuf et les nouvelles qui comptent pour vous. Le rendez-vous reste le même tous les jeudis à 19 h, ici sur votre écran, pour faire le point sur ce qui se passe autour de nous. Alors, installez-vous confortablement. On commence tout de suite avec les nouvelles de la semaine. Hier à Québec, le Premier ministre François Legault a annoncé sa démission. Il quittera ses fonctions et ne mènera pas son parti jusqu'aux élections à l'automne. Il restera en poste le temps que son parti choisisse un nouveau chef. Que signifie cette démission pour la région de Port-Neuf? Les projets sont-ils menacés? Les citoyens seront-ils touchés? Nous avons posé la question au député caquiste de Port-Neuf, M. Vincent Caron. Selon lui, les grands projets demeurent et le quotidien des Port-Neuvoises et des Port-Neuvois ne sera pas impacté. Vous allez l'entendre en début du journal. À Saint-Léonard de Port-Neuf, l'avenir de l'église continue de faire débat. Le conseil municipal a tranché. Il refuse d'acheter le bâtiment, même pour $1 symbolique. Une décision qui soulève des réactions au sein de la communauté. D'un côté, la municipalité évoque la prudence financière. De l'autre, le comité citoyen craint pour la survie du projet et pour l'avenir de l'église. Notre équipe était sur place pour prendre le pouls de la situation. Bonne nouvelle pour les amateurs de plein air. Le centre de ski des Portes de l'Enfer de Saint-Alban ouvre enfin ses pistes. Après un début de saison difficile, la neige a permis l'ouverture mardi. Toutes les pistes ne sont pas encore accessibles, mais le site est prêt à accueillir les visiteurs. Nouveauté cette année, un tracé plus doux, mieux adapté aux familles. Ski de fond, raquettes, randonnée, le parc vous attend tout près de chez vous. Vous allez le voir, Arthur Bordelot y était pour nous. Avant de commencer, un avis à nos téléspectatrices et téléspectateurs. L'Assemblée générale annuelle de CJSR TV Port-Neuf aura lieu jeudi 22 janvier 2026 dans les locaux de la station à compter du 19 janvier. Les membres sont invités à se présenter pour exercer leur droit de vote. À Québec, le Premier ministre François Legault a tenu un point de presse surprise avec les médias. Il a annoncé qu'il quittait ses fonctions de Premier ministre du Québec et qu'il ne mènerait pas son parti jusqu'aux élections provinciales de l'automne. M. Legault restera en poste le temps que son parti désigne un nouveau chef. À la suite de l'annonce de la démission de François Legault, plusieurs se demandent ce que cela change concrètement pour la région de Port-Neuf. Les projets sont-ils menacés? Y aura-t-il des répercussions pour les élus et les citoyens? Nous avons posé la question au député caquiste de Port-Neuf, M. Vincent Caron. Selon lui, les grandes orientations demeurent et les projets en cours ne sont pas remis en question.
Il se veut rassurant. Il n'y aura pas d'impact direct sur le quotidien des Pornevoises et des Pornevois. Écoutons son message. La coalition Avenir Québec demeure et existe. Donc les grandes orientations gouvernementales demeurent et existent. C'est juste le chef d'orchestre qui va changer. Donc toutes les décisions ou tous les projets qui avaient été retenus dans Portneuf ne sont pas du tout en péril. On va continuer de travailler avec une équipe. De toute manière, on ne sait pas qui et quand sera remplacé le Premier ministre. On imagine que ça pourrait prendre quelques semaines, un mois ou deux au maximum. Mais on va avoir quand même une équipe de ministres qui reste en place et qui va poursuivre le travail. Donc, vraiment pas d'inquiétude, pas de répercussions directes pour Portneuf. On va continuer le travail. Puis moi, je vais continuer d'être dédié, comme je le suis, à ma population et à mon territoire. Donc vraiment, il n'y aura pas de répercussions que les Portneuvoises et les Portneuvois pourront ressentir. Ça ne changera rien au quotidien. C'est vraiment dans la politique générale nationale qu'il y aura des changements qui opéreront possiblement dans les mois qui viennent. Mais sur le plan Portneuvois pur, il n'y aura pas de retentissement. Okay. Bonne nouvelle pour les amateurs de plein air. Le centre de ski des Portes de l'Enfer de Saint-Alban ouvre enfin ses pistes. Après un début de saison compliqué, la neige a enfin collaboré. Le centre de ski du parc a pu ouvrir mardi grâce aux dernières bordées. Pour l'instant, toutes les pistes ne sont pas accessibles, mais les amateurs du plein air peuvent déjà en profiter. Nouveauté cette année, un tracé modifié, un parcours plus doux, plus accessible, idéal pour les familles. Arthur Bordelot a fait le tour du centre. On espère chaque année être capable de l'ouvrir le plus tôt possible dans la saison. La neige nous avait laissé beaucoup d'espoir en ce début de saison-ci. Mais bon, il y a eu des grosses pluies juste avant les fêtes, puis juste après. On commençait vraiment à désespérer de Dame Nature, mais elle nous a fait un beau cadeau cette semaine. Fait que la neige nous a permis d'ouvrir mardi pour la première journée le centre de ski. Toutes les pistes ne sont pas ouvertes en ce moment. Puis, il faut aussi savoir, là, pour les skieurs qui viennent de manière régulière, qu'il y a un nouveau tracé cette année. Il y a la piste 5 qui était vraiment bien connue depuis plusieurs années, qui ne pourra pas être utilisée par les skieurs parce qu'il y a du bûchage, c'est sur des terres privées, tout ça. Il y a un tracé parallèle qui a été fait, qui avait déjà été entamé dans les dernières années. C'est la piste numéro 4 qui nous mène maintenant jusqu'à la piste 10 qui est bien connue pour faire le tour normalement. En ce moment, elle n'est pas ouverte complètement, elle est ouverte partiellement. Fait que, mais c'est ça, on peut vraiment se faire un beau tracé de probablement 7-8 km. C'est un terrain qui est très montagneux, si on veut. C'est un vrai terrain de ski dans les bois. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le nouveau tracé de la 4, la première montée est beaucoup moins abrupte qu'avant. Fait qu'apparemment, pour les skieurs qui sont allés jusqu'à maintenant cette saison-ci, il semblerait que ce soit une bonne nouvelle pour les familles et les skieurs un petit peu moins expérimentés d'essayer ce nouveau tracé-là. Sinon, la fin de semaine, bien là, s'il y a plus d'achalandage, les journées pédagogiques aussi, il y a des familles qui viennent tâter le terrain. Même quand les pistes de ski de fond ne sont pas ouvertes selon la mise à jour, c'est quand même possible de venir randonner dans les pistes de randonnée. Pour ce faire, il faut simplement acheter un accès en passant par le parc, donc par l'accueil régulier. Souvent, si le ski de fond n'est pas ouvert, le chalet d'accueil ne sera pas ouvert non plus, mais c'est quand même vraiment des belles randonnées à faire en raquette. Puis un vrai sentier de raquette qui monte, qui descend, qui passe par les beaux rocs du parc. Là. On a vraiment des beaux paysages dans ce secteur-ci du parc. Puis c'est l'hiver qu'on peut le découvrir. On invite les skieurs expérimentés, les skieurs moins expérimentés, les familles, les jeunes, les vieux, les oncles et les tantes. Venez en groupe, venez entre amis. On vous attend, on est tout prêt. Puis vous pouvez vous tenir au courant des conditions puis de l'ouverture des portes de l'enfer parce qu'on est toujours à la merci de Dame Nature, évidemment. Idéalement, il ne faut pas qu'il ait plu dans les derniers jours
idéalement, s'il a plu dans les derniers jours, il faut qu'il ait neigé par-dessus. C'est sûr que la neige fraîche, on adore ça. Puis après, quand c'est très froid, on peut se douter que ça va être glacé, donc beaucoup plus glissant, un petit peu moins de grip pour monter les côtes, puis un petit peu trop de glisse pour descendre les côtes. Mais c'est ça. C'est sûr qu'une neige fraîche, c'est fantastique. Comme on vous le disait dans les titres, à Saint-Léonard-de-Portneuf, le conseil municipal a officiellement refusé d'acquérir l'église à $1. La décision a été prise lors de la séance du 12 janvier. Le conseiller municipal Jean-René Côté explique que le choix repose sur des raisons économiques. Le conseil souhaite préserver la santé financière de la municipalité. Les élus veulent éviter des coûts supplémentaires liés aux études, aux expertises et aux travaux à venir. La municipalité affirme aussi vouloir laisser du temps au comité de requalification de l'église de Saint-Léonard-de-Portneuf, CRELSP, afin qu'il puisse explorer d'autres options. La fabrique a fixé une échéance à l'été 2026. Même si la population est divisée sur la question, les élus soutiennent avoir agi dans l'intérêt des citoyens. Le conseil promet de maintenir le dialogue avec les partenaires du projet. Arthur Bordelot et moi-même étions sur place. Le conseil, aujourd'hui, le 12 janvier 2026, nous avons décidé de ne pas faire l'acquisition avec la municipalité de l'église de Saint-Léonard-de-Portneuf. Principalement pour des raisons économiques, c'est des raisons de santé budgétaire. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver, on veut préserver l'argent des citoyens. On veut faire une gestion en bon père de famille. On avait quand même fait des rapports d'évaluation, des rapports d'inspection sur l'Église qui devaient nous emmener vers d'autres rapports d'évaluation, vers d'autres expertises. Donc là, on ne voulait pas non plus commencer à dépenser beaucoup d'argent encore là-dedans. On voulait aussi laisser le temps au Crécel de se revirer de bord avant la fameuse date du 31 août 2026 que la fabrique veut mettre en vente ou faire d'autres choses. Donc, pour réussir à avoir un plan solide et un partenariat avec le Crécel, on voulait tout de suite voter en défaveur, malheureusement, de l'achat de l'Église, mais pour réussir à plancher sur d'autres plans pour 2026. Okay. Oui, en tant que conseiller, on se doit d'écouter nos concitoyens, c'est sûr. On avait un 50-50, je vous dirais, là, environ. Donc, c'est sûr que peu importe la décision qu'on allait prendre, on allait faire des heureux et des moins heureux. Mais, comme je le dis, on est élu, puis on siège pour gérer en bon père de famille l'argent des contribuables. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt des concitoyens qu'on a fait ce choix-là. Toujours à Saint-Léonard-de-Portneuf, le refus du conseil municipal d'acheter l'église fait réagir. Le président du CRESP, Denise Poirier, déplore une décision prise trop rapidement sans analyse approfondie du dossier. Selon elle, une acquisition municipale aurait permis d'assurer la pérennité du bâtiment et d'avoir accès à d'importantes subventions. Des montants évalués entre 1 et 3 millions de dollars étalés sur une période de 10 ans. Le comité affirme avoir démontré la capacité à couvrir les coûts de fonctionnement. Il regrette aussi le manque de consultation malgré un appui citoyen important, incluant une pétition et plusieurs lettres de soutien. Même si la municipalité se dit prête à accompagner l'organisation, le comité craint que ce refus compromette l'avenir du projet, celui de l'Église. Regardons. On est extrêmement déçus puisqu'on travaille depuis 2 ans à monter un dossier qui fait la démonstration que la meilleure option qui s'offrait pour pérenniser le projet pour la communauté locale, c'était une propriété municipale et une gestion par l'OBNL. On avait aussi démontré depuis 18 mois qu'on fait l'expérimentation qu'on était capable de générer les revenus qui permettaient de couvrir l'entièreté des frais d'opération, le chauffage, les assurances, l'électricité, mais aussi de mettre de l'argent de côté pour constituer un fonds de réserve qui permettait de couvrir la partie non
couverte par les subventions là, pour assumer les coûts de réfection du bâtiment, qui est quand même en bon état, mais qui, évidemment, vu son âge, là, demande des interventions pour un peu de restauration et d'amélioration. Il y a eu relativement peu de rencontres de travail. Il y a eu, par exemple, des documents qui ont été remis, comme notre plan d'affaires, à propos duquel il n'y a jamais eu de questions ou de commentaires. Il y a eu une invitation de la part de notre comité à fournir des sous pour des études supplémentaires si elles étaient jugées utiles pour aller plus loin dans la connaissance du bâtiment. Il n'y a pas eu de retour auprès du CRICEL là-dessus. Donc, on a l'impression là, que les élus n'ont pas eu le temps de faire le travail qu'il faut faire avant de prendre une décision qui est aussi lourde de conséquences que celle-là. Parce que ne pas aller de l'avant comme propriétaire de l'Église, bien, c'est peut-être faire en sorte que le mur porteur de ce projet-là soit détruit avant qu'on ait vérifié si le projet pouvait tenir, hein, parce que la propriété municipale, c'est un élément extrêmement important pour la réussite du projet. Bon, on ne va pas refuser de voir d'autres options, mais on est extrêmement déçus que celle-là, elle n'ait pas reçu l'attention qu'elle méritait, vu tout le travail et la démonstration qui a été faite de la valeur de ce projet-là, qui, soit dit en passant, n'est pas remise en question par les élus. On reconnaît la valeur, l'impact positif du projet, mais on ne prend pas la décision cohérente qui va avec et on ne prend même pas la décision de retarder la décision pour qu'on puisse être sûr qu'elle soit sereine et acceptable pour la majorité de la population. Il y a quand même une majorité faible, certes, mais quand même une majorité de voix citoyennes qui étaient en faveur de l'achat de l'Église. Il y a une pétition qui a été signée par 139 contribuables de Saint-Léonard en faveur de l'achat de l'Église pour $1. Il y a des lettres collectives, là, des aînés, des parents, des intervenants culturels qui récoltent à peu près une centaine de voix qui se sont prononcés clairement en faveur de l'acquisition et jamais on ne nous est revenu sur ces témoignages de soutien. Et Raphaël pourra parler aussi du soutien qu'on a reçu de la MRC et de Petit Québec qui ont été des partenaires importants et qui ne doutent pas, quant à eux, de la valeur d'une réflexion approfondie sur le sujet. Désormais, quittons Saint-Léonard de Portneuf, direction Saint-Raymond, où la municipalité a fait le point sur les chemins à double vocation. Le dossier a été abordé lors du conseil municipal du 12 janvier dernier. Ces chemins municipaux sont utilisés par les citoyens, mais aussi par l'industrie forestière pour le transport du bois. La ville précise que cela ne concerne pas le transport provenant de la gravière, qui verse déjà des redevances pour l'entretien des routes. Une somme d'environ $62 000 sera investie pour la consolidation et la réfection de ces chemins à double vocation. 11 demandes de compensation pour les chemins double vocation. C'est quoi vous voulez dire par ça? Explication. Oh, excuse-moi, là, j'ai regardé ailleurs. Les chemins à double vocation. Chemin à double vocation, c'est les chemins qui nous servent, qui servent à la population, mais qui, en fait, puis qui servent au transport du bois en même temps. En partie, autrement dit, ce qu'il y a le Nairant, c'est aussi qui se transporte du bois. C'est ça. Mais en même temps, qui utilisent des routes comme la Rang du Nord, Rang Saint-Mathias, Rang Saguenay. Ces routes-là qui sont municipales, c'est deux autres qu'on a mis dans la liste qu'il y a. Okay. Effectivement, c'est ça. Et cette double vocation-là n'a rien à voir, je veux juste spécifier, là, ça n'a rien à voir avec le transport de gravier, les gravières, qui nous paient, eux, à chaque tonne qui sortent, ils ont des revances à donner à la ville. Ça sert un peu aussi à réparer les routes, mais ça, c'est cette double vocation-là, c'est surtout pour les chemins forestiers. OK. À part ça, un autre... les règlements du Code d'éthique et déontologie, ça s'affiche-tu à quelque part? Avez-vous ça dans votre info publicité ou le... Il y a des copies juste à l'entrée, M. Robitaille, si jamais vous êtes intéressé. Bon, là, mais sinon, c'est des documents qui sont probablement sur notre site Internet. Là. Oui, on me confirme que oui. Je n'ai pas d'autre. Merci. Question rapide. Le 62 000 qui revient pour justement les chemins à double... Ces argents-là sont-ils exactement pour la réfection de
les chemins qui s'en vont. L'argent de 62 000, il va-tu là ou ben non, il va n'importe où? Ça va pour la réfection des chemins. OK. En fait, ça va. En fait, c'est dans notre fonds consolidé. C'est ça. OK? Mais c'est de l'argent que nous, on s'en sert pour les chemins. Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier approuve de nouveaux projets d'urbanisme. Le conseil municipal a entériné plusieurs décisions en matière d'urbanisme le 12 janvier 2026. Les élus ont approuvé les plans promettant l'ouverture d'une nouvelle route à l'extérieur du périmètre urbain, près de la route Jacques-Cartier. Cette décision vise à permettre l'émission d'un permis de lotissement. Le conseil a aussi donné son feu vert à un projet d'enseigne commerciale pour une propriété située sur la route de Fossambeau. Ces décisions respectent les règlements municipaux en vigueur, s'appuient sur les recommandations du comité consultatif d'urbanisme selon les autorités. Images, Tony Vézina et Luc Robitaille. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant la demande de permis de lotissement impliquant l'ouverture de rues hors du périmètre urbain pour le lot 4 366 544. Passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. 5.9. Approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture, afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne pour la propriété sise au 3908 route de Fossambeau. M. Gadouri. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant la demande de permis d'enseigne pour la propriété sise au 3908 route de Fossambeau. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. À Neuville, l'église de la municipalité a inspiré la relève en architecture. Des étudiants de l'Université Laval ont travaillé sur ce bâtiment dans le cadre d'un projet universitaire. Le thème « Faites-nous rêver ». En décembre, les élus et l'administration municipale ont découvert des propositions créatives, parfois réalistes, parfois plus audacieuses. Tous les projets visaient à mettre en valeur ce bâtiment patrimonial classé tout en respectant son identité. Lors de la séance du conseil du 12 janvier dernier, la municipalité a salué le travail des étudiants et l'inspiration apportée pour l'avenir de l'église. Aubert Tremblay s'était rendu au conseil municipal. Madame Paquette. Oui, petit point d'information. Au courant du mois de décembre, plusieurs membres du conseil et des membres de l'administration ont eu la chance d'aller visiter les étudiants en architecture de l'Université Laval. En fait, ils avaient un travail de session à faire sur un bâtiment qu'ils devaient faire un projet à l'intérieur. Imagine. Et oui, s'imaginer, en fait, là, il y avait vraiment carte blanche sur qu'est-ce qu'ils allaient faire avec le bâtiment. Évidemment, on devait conserver quand même un certain bâtiment. Alors, le projet était sur notre belle église à Neuville. Le thème était « Faites-nous rêver ». Donc, pour vous donner une idée, c'était quand même très large. Le but, c'était évidemment de mettre en valeur le patrimoine bâti de ce bâtiment-là, mais on a eu vraiment des projets, certains réalistes, l'autre un peu plus idéalistes, je dirais. Mais c'était très beau de voir à quel point chaque projet était différent. Chaque projet avait une couleur différente, une âme. Puis en fait, je pense qu'ils ont vraiment bien compris qu'est-ce que c'était la ville de Neuville. Donc, je tenais à féliciter les étudiants du développement du département d'architecture. Je pense que c'est une belle façon de nous rappeler à quel point on a un beau bâtiment à Neuville, puis on est chanceux d'avoir un bâtiment de cette qualité-là et de cette âme-là. Donc, félicitations pour le projet. Évidemment, c'est pas... on a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. C'est pas des projets qu'on va nécessairement prendre, copier-coller, appliquer à la ville, parce que, comme on disait, il y avait des idées qui étaient
très onéreuse et plus réaliste que d'autres, étant donné que c'est un bâtiment qui est classé. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que le ministère de la Culture me donnerait le go sur tout ça. Voilà. Mais c'est quand même, c'est beau de voir les jeunes qui, en fait, sont la relève, c'est les architectes de demain, voir à quel point c'est un bâtiment qui était stimulant, c'est un beau projet, donc... Beaucoup d'imagination. C'était vraiment un plaisir d'aller les visiter. Oui. Merci beaucoup, Mme Paquette. On poursuit notre tour d'horizon des conseils municipaux. Direction Fossambeau sur le lac. Le conseil municipal s'est réuni mardi. Les élus ont approuvé l'octroi des subventions 2026 aux organismes accrédités. Le programme d'aide à la voirie locale était aussi à l'ordre du jour, tout comme la reddition des comptes. Le maire est revenu sur la partie informative de la séance. Guillaume Genois et Stéphane Lépine ont suivi l'événement pour nous. Je propose d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2026 aux organismes accrédités, à savoir la Corporation nautique de Fossambeau, la CNF, au montant de 47 650 $, le Club nautique du lac Saint-Joseph, le CNLJ, au montant de 46 150 $, le Club de pétanque Le Fossamboule, au montant de 1 000 $, et la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac au montant de 16 050 $ pour un total de 110 850 $. Je propose que le Conseil municipal de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac approuve les dépenses d'un montant de 249 666 $ et 30 sous relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF 13 conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? J'espère que non. C'est une subvention. Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une subvention de l'ordre de 100 000. Je ne me souviens plus du montant exact, là. Donc, ce n'est pas énorme, mais maintenant, on la reçoit aux 4 ans parce que le député fait le tour des comtés, fait le tour des municipalités. Au lieu d'envoyer 5 ou 10 000 $ à chaque année sur 5-6 projets, mais il ramasse tout son argent ensemble et il donne une plus grosse enveloppe une fois par 4-5 ans. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le conseil municipal a adopté le budget 2026 et le plan triennal d'immobilisation. La décision a été prise le 18 décembre dernier. Pour les propriétaires de maisons unifamiliales, le compte de taxe augmentera légèrement. On parle d'environ 2,4% dans les secteurs desservis par l'aqueduc et l'égout et d'à peu près 2,7% dans les secteurs non desservis. Concrètement, ça représente une hausse d'environ 80 $ sur l'année. Le budget municipal prévoit près de 19 millions de dollars en dépenses. Les revenus, eux, dépassent les 22 millions de dollars. Un peu plus de 3,5 millions serviront au remboursement de la dette. Sur 3 ans, la ville prévoit d'investir plus de 24 millions de dollars. Dès 2026, plusieurs projets verront le jour. Parmi eux, la création d'une nouvelle intersection sur la route de la Jacques-Cartier, un projet lié à la future école secondaire. La ville prévoit aussi des améliorations dans les parcs municipaux. Un nouveau parc est également dans les plans. Des sentiers de randonnée seront aménagés et des investissements sont prévus en loisirs, en culture et en voirie. Le salon Contact Emploi Portneuf revient en mars. Les inscriptions sont maintenant ouvertes. L'événement s'adresse aux entreprises qui ont une place d'affaires sur le territoire de la MRC de Portneuf. Le salon aura lieu le jeudi 19 mars 2026, de 14 h à 20 h, au centre multifonctionnel Roland Dion, à Saint-Raymond. Un volet virtuel sera aussi offert du 16 au 20 mars pour les chercheurs d'emploi qui ne peuvent se déplacer. Nouveauté cette année, une conférence présentée par les experts de Mallette, destinée notamment aux retraités intéressés par un retour au travail. Une vaste campagne de promotion est en préparation, à la radio, à la télévision, dans les journaux et sur le web. Les vacances en famille, ça se prépare.
Et pour aider les parents de la région de Portneuf, le Cerf-Volant organise un atelier spécial. L'objectif est simple, prodiguer des conseils concrets pour voyager avec bébé ou jeunes enfants, de la planification du départ jusqu'à l'arrivée à destination. Tout est pensé pour réduire le stress des parents. L'atelier sera animé par Madame Sophie Reyes. Elle est conférencière reconnue et autrice du guide des parents voyageurs. Elle est aussi la fondatrice de la plateforme bbjetlag.com et du groupe communauté Bibi Jetlag qui rassemble plus de 47 000 parents au Québec. L'atelier aura lieu le mercredi 11 février de 13h30 à 15h30 à la Maison des Générations de Cap-Santé. Il sera aussi offert en formule virtuelle. Pour les familles qui prévoient de voyager, c'est une activité à retenir. Maintenant, parlons de musique. Les grands succès du rock reviennent avec Buzz. Après 2 ans d'absence, le groupe Buzz est de retour à Deschambault. Le rendez-vous est fixé au Vieux Bardo le samedi 24 janvier dès 20h. Bien connu du public, le groupe a d'ailleurs ouvert le festival Vintage de Donnacona cet été. Buzz propose les grands succès du rock des années 60, 70 et 80. C'est une véritable machine à remonter le temps. Les Beatles, les Rolling Stones, Steppenwolf, Pagliaro, les Doobie Brothers, des chansons qui font toujours danser. Le groupe est basé à Cap-Santé. Il réunit des musiciens d'expérience, Denis Fradette à la batterie et à la voix, Pierre Castonguay et Denis Drolet à la guitare et à la voix, et Pierre Buste à la basse. Si vous aimez le rock classique et les soirées animées, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Des cas de fraude ont été signalés récemment dans les secteurs de Sainte-Anne de Beaupré et de Beaupré, selon un communiqué de la Sûreté du Québec. Les fraudes téléphoniques sont en hausse. Des fraudeurs se font passer pour des conseillers financiers, des représentants du gouvernement, des policiers ou même des membres de la famille. Leur objectif est clair. Vous soutirez vos renseignements personnels ou bancaires. La Sûreté du Québec rappelle, aucun organisme officiel ne demande de paiement immédiat par téléphone. En cas de doute, raccrochez. La SQ recommande de ne donner aucune information et de n'envoyer jamais d'argent. La SQ invite aussi les citoyens à vérifier toute demande utilisant les coordonnées officielles de l'organisme concerné. Toute fraude ou tentative de fraude doit être signalée à la police ou au Centre antifraude du Canada, indique le communiqué. Les services de police du Québec dévoilent le bilan de l'opération alcool-drogue dans un communiqué publié hier. L'opération s'est déroulée du 4 décembre 2025 au 4 janvier 2026, partout au Québec. Plus de 2300 contrôles routiers ont été effectués. Bilan, 702 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies. Alcool, drogue ou les deux. Les opérations se poursuivent toute l'année. Rappel important de services de police du Québec, quand on consomme l'alcool ou la drogue, on ne conduit pas. Voilà qui met fin à votre téléjournal hebdo. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.